Charlotte a 27 ans, Aurélien en a 24. Tous jeunes parents d'un petit Siméo, ils ont fait un pari fou. Vivre dans une cabane sans eau courante, perdue au milieu de nulle part avec leur bébé. On paye pas de loyer, pas d'eau, pas d'électricité, enfin il n'y a que le gaz quoi. C'est l'été et la petite maisonnette est loin d'être adaptée aux grands jours de froid. Le couple n'avait pas pensé à toutes ces contraintes. On voit que c'est gelé. Ça a commencé à s'allumer, ça s'éteint, voilà. Le couple arrivera-t-il à restaurer la cabane à temps pour pouvoir y passer leur premier hiver? Supporteront-ils ce mode de vie rudimentaire avec leur bébé? Il faut de la volonté pour vivre dans un endroit comme ça, parce que si je l'aimais pas, je vivrais sûrement pas là, je pense. Sylvie, 56 ans, toute jeune retraitée, a monté un projet de vie hors du commun, une colocation senior. C'est avec Jeanne, 78 ans, rencontrée sur Internet, qu'elle va démarrer cette aventure. Ce projet, elles veulent le partager avec d'autres seniors. Et Sylvie a trouvé le lieu idéal, un château à louer dans la région de Narbonne pour seulement 1 800 € par mois. Mais pas si simple, arrivé à un certain âge, de quitter ses habitudes, ses amis, sa famille. Quelquefois, je dis j'ai raison, et quelquefois, je dis je vais vers quoi? Comment faire pour vivre ensemble sans se connaître? Ces retraités vont-ils s'entendre? La cohabitation ne va pas se passer comme prévu. Francis, 43 ans, et Sylvia, 45 ans, se sont lancés dans une grande aventure. Après avoir navigué pendant 4 ans, ils ont fait le pari de mettre pied à terre au Brésil, dans cette maison. Ça se concrétise, hein? Le couple veut transformer la demeure en hôtel-restaurant. Le problème, c'est que la saison touristique commence bientôt et qu'il leur reste peu de temps pour réaliser les travaux. On n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, parce que si on commence à modifier tout de suite, on n'ouvrira pas, là, c'est clair. Un coup de cœur dans lequel ils ont investi leurs dernières économies. Si le projet ne marche pas, ils n'auront plus rien. Il a beaucoup travaillé. Le couple va-t-il surmonter toutes les difficultés? Au bout de 3 semaines, on a envie l'un et l'autre de partir, on a envie de se séparer, voilà. Thierry, 46 ans, s'est lancé dans un grand chantier et cela fait 3 ans que ça dure. C'est une passion, je me rends pas compte des heures, je compte pas les heures. Il a entraîné toute sa famille dans cette aventure, sa femme Catherine et ses 4 filles. Week-ends, vacances, jours fériés, tout leur temps libre est consacré aux travaux. La vie de famille ne tourne plus qu'autour du chantier. C'est long mais c'est pas bon. L'équilibre familial va-t-il résister à ce chantier qui n'a pas de fin? Véronique, 45 ans, est une mère de famille pas tout à fait comme les autres. Je voulais absolument vivre dans un château. Épouse de François, éleveur de vaches dans le Poitou, elle se lance dans une aventure risquée. Elle achète à crédit un château situé à seulement quelques kilomètres de leur ferme. Mais cette famille aux revenus moyens va-t-elle réussir à financer cette folle entreprise? De quoi être inquiet, hein. Économiquement, c'est de la bêtise pure et dure, quoi. La famille n'a pas les moyens de faire appel à des professionnels. C'est donc avec leurs enfants que Véronique et François s'attaquent à la restauration de leur future demeure. Un projet démesuré. Vont-ils pouvoir s'y installer un jour? Pas si sûr. 5 histoires de maison, 5 projets de vie différents mais qui ont tous un point commun, la réalisation d'un rêve complètement fou. Quel est le prix à payer pour avoir une maison à tout prix? Dans cette ferme du Poitou, Véronique, 45 ans, partage sa vie avec François. Son mari, éleveur de vaches, est seul à s'occuper d'un troupeau composé d'une 50aine de têtes. Ensemble, depuis plus de 20 ans, le couple a eu 3 enfants, Enguerrand, Violette et Mathilde. Une famille d'agriculteurs a priori comme les autres, mais à un détail près. Ici, la mère de famille a une passion, les châteaux. Un rêve de princesse qui ne la quitte plus depuis l'enfance. Ça a commencé, j'étais toute petite, je voulais absolument vivre dans un château, j'adorais ça. Dès que je rentrais dans un lieu comme ça, je me sentais chez moi. Enfin, je veux dire, c'est important de rêver aussi. Puis quand j'ai eu l'âge de raison, c'est-à-dire tard chez moi, je sais pas, moi vers 18-20 ans, je me suis dit, bon là, il faut absolument que je trouve un château quelque part, en ruine ou pas. Pour moi, c'était une mission, ça a donné un sens à ma vie.
Depuis qu'elle a 18 ans, Véronique est en quête perpétuelle du château dans lequel elle pourrait vivre. Et malgré les revenus moyens de leur exploitation, elle est sur le point de réaliser son rêve. Et c'est donc avec toute sa famille que les week-ends, elle quitte la ferme pour retrouver la nouvelle résidence secondaire située à quelques kilomètres de là. Fougeray, un magnifique château du XIVe siècle en plein bocage poitevin. On ne peut pas rester insensible, quoi. Je veux dire, c'est quand même un beau bâtiment, il y a de l'âme, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Enfin, on s'est dit, c'est incroyable. En plus, il est à côté de chez nous, on ne le connaissait pas. Enfin, donc, c'est vrai qu'on a vraiment eu le coup de cœur. Le château, ils l'ont acheté il y a 4 mois. Et pour se l'offrir, le couple a emprunté 500 000 €. Un rêve bien au-dessus de leurs moyens, d'autant qu'à l'intérieur, tout est à refaire. Visite avec la propriétaire. Donc ça, moi, je vais le garder de toute façon en entrée. En plus, là, on a bienvenue salvé, ce que je trouve extrêmement mignon. Un des salons principaux avec une cheminée monumentale, avec 2 griffons donc en tête, avec les poutres polychromes, avec les volets intérieurs, etc. Il y a quand même un certain respect des traditions médiévales, je dirais. Passionnée, Véronique ne s'arrête plus quand il s'agit de décrire le château. En montant à l'étage, l'ampleur des travaux ne l'inquiète pas. Donc ça, c'est la chambre que Mathilde a choisie. Bon, ça peut paraître affolant, mais... Donc voilà. Le château a été abandonné pendant plus de 50 ans. Ce sont près de 20 pièces à rénover. Des travaux colossaux qui nécessiteraient des dizaines d'ouvriers et un budget d'au moins 200 000 €. Malgré tout cela, la famille compte bien s'y installer au plus vite et se lance seule dans la restauration. Un projet démesuré qui n'empêche pas Véronique d'admirer 2 petits détails. Là, on a les traces en fait de l'ancien château féodal. Donc là, une canonnière et une meurtrière. Et on a une super vue sur le parc. 500 000 € d'investissement, de nombreux travaux en prévision, rien ne semble faire peur à Véronique. D'autant que Véronique n'en est pas à son premier essai. Aujourd'hui, la famille n'est pas propriétaire d'un seul château, elle en a 2. Le premier coup de folie a eu lieu à 300 km de là, en Corrèze. Après 10 ans de rénovation et sans jamais avoir pu y habiter, le couple est dans l'obligation de le vendre pour financer le prêt du second. Ils ont 8 mois pour trouver un acquéreur. Or, à ce jour, ils n'ont eu encore aucune visite. Malgré les risques financiers, aujourd'hui dans le Poitou, la famille s'apprête donc à entamer une seconde restauration de château. Et pour François et son fils, cela commence par le parc. 10 hectares de terrain à débroussailler. Pour cela, il faudrait une équipe entière de jardiniers, mais ce sont les 2 hommes de la famille qui s'y attaquent. Tout ce qui concerne le parc, le boulot a été énorme, parce que je peux vous dire que pour déblayer 5 hectares de forêt, débarder des arbres de 200 ans, c'est un boulot dingue. Mais c'est vrai qu'on a un peu de mal à se dire, ouais, super, on va y être dans 3 mois, 6 mois, parce que de toute façon, il y a des travaux qu'on ne peut pas quantifier. François est plus optimiste que Véronique. Il ne se donne qu'1 mois pour emménager. J'amène un matelas, des draps et ça y est, c'est parti. Dès qu'il y a l'eau, c'est bon. Il y a un toit, il y a des murs, il y a des fenêtres, il y a 2-3 carreaux de cassés, mais avant la fin du mois, je pense que ça devrait le faire. Non, honnêtement. Au château, Violette, l'aînée, est aussi optimiste que son papa. Peut-être un peu trop. Il y a de la surface, mais c'est du facile. Papier, conneries, électricité, machin. De son côté, Véronique est plus réaliste. La maman fait le tour des travaux à effectuer et la liste est longue. Là, on a un super magnifique trou. Mais c'est normal, en fait, c'est parce que les propriétaires d'avant, pendant 20 ans, ils ont mis le linge trempé à étendre là-haut. Donc il faut qu'on replancheille, mais bon, comme ça reste le grenier, c'est pas très grave. Enfin bon, ça, plus ça, plus ça. Malgré tous les travaux à réaliser, la première chose que fait Véronique, c'est nettoyer les meubles. Ça peut paraître anodin, mais bon, moi je peux pas non plus laisser plein de crasse partout là. Pour moi, un bâtiment sauvé, c'est un bâtiment qui est à l'abri de l'eau, qui est aéré correctement, qui est un peu chauffé l'hiver, dont les cheminées marchent. Bon, pour l'instant, c'est mon but premier là. Il faut pas s'énerver sur les buts dans 10 ans parce que ça fait peur après. Véronique sait que ce projet sera de longue haleine, alors forcément, elle culpabilise un peu pour sa famille qui la suit dans sa passion. Je veux pas non plus les entraîner dans des galères pas possibles.
C'est le risque de ce genre de projet. C'est dans ces moments-là que nous, on te rappelle qu'on a tous été d'accord pour que tu signes. Oui. Et que donc, personne t'a retenu. Pour Mathilde, 18 ans, pas question que sa mère baisse les bras. Toute la famille soutient Véronique, même Enguerrand qui participe aux travaux. Et pourtant... Ça te plaît de faire les travaux dans le château ? Bah non. Pour l'instant, la famille rafistole les murs pièce par pièce. Un travail de fourmi qui n'entame pas le moral de François. Je suis content de bosser avec mes enfants, ma femme. Je quitte le chantier et j'arrive à la ferme. Je vais voir mes animaux. La vie est belle. Pour François, il est temps d'aller s'occuper de son troupeau. Entre les travaux et son métier d'éleveur, les journées sont longues, mais François ne se plaint pas. Son seul souci, être propriétaire de 2 châteaux, dont l'un qu'il doit absolument réussir à vendre pour financer le deuxième. Il y a de quoi être inquiet. Économiquement, c'est de la bêtise pure et dure, quoi. Mais bon, quand on est passionné, on compte pas, quoi, en fait. Le gros pilier, c'est bête à dire, mais c'est l'amour, quoi. C'est la vie de couple, voilà. Je suis pas tout seul. À Montpellier, Sylvie, 56 ans, retrouve Jeanne, 78 ans. Toutes les deux ont l'air d'être les meilleures amies du monde. Et pourtant, cela ne fait qu'1 mois qu'elles se connaissent. Elles se sont rencontrées sur Internet. Et ce qui les rend joyeuses aujourd'hui, c'est un projet qu'elles ont monté à 2. Un projet qui va changer leur vie. Que je peux vivre avec toi, enfin à côté de toi, dans une maison, sans qu'on se cogne. Oui. Sylvie, retraitée du secteur social depuis 1 an, et Jeanne, ancienne prof de maths, ont décidé de vivre ensemble. Pour éviter la solitude et les maisons de retraite austères, elles ont fait le choix d'un projet original, une colocation avec d'autres seniors. Elles ont déjà trouvé la maison de leurs rêves, il leur reste désormais à trouver 4 personnes prêtes à partager leur projet. Il faut absolument qu'on voit s'il y a des gens qui sont prêts à venir voir ce que c'est que ce projet pour lequel nous sommes tellement enthousiastes. Pour la première fois, Sylvie et Jeanne vont voir les candidats en vrai. Elles les ont rencontrés sur Internet et leur ont donné rendez-vous dans un café. Sylvie met tout de suite en avant tous les points forts du lieu qu'elle a déniché. Elle veut convaincre. Alors c'est grand, il y a 500 mètres carrés habitables. Il y a 7 chambres, dont 5 avec une salle de bain privative et 2 avec une salle de bain commune. Sylvie a trouvé un château à louer dans la région de Narbonne pour un loyer mensuel de 1 800 €, soit en moyenne 300 € par personne. Un prix largement inférieur à de nombreuses maisons de retraite. Dans cette demeure, chacun aura sa chambre, sa salle de bain, un grand jardin et même une piscine. Un hall, pareil. Moi, je recherche une belle maison. Être à l'aise dans une maison, pouvoir respirer, voir des arbres, voir de l'eau si c'est possible. Edith, l'une des candidates, semble d'emblée très intéressée. Elle a 72 ans, mère de famille séparée. Elle vit seule dans un appartement de 30 mètres carrés. Alors forcément, pour elle, ce château, c'est l'espoir d'une nouvelle vie. Je suis agréablement surprise parce que bon, ça a l'air plus beau que ce que j'imaginais. Oui. Moi, je suis mère de famille nombreuse. J'ai une toute petite retraite, donc je ne peux pas me permettre d'habiter des lieux imposants comme ça. Ce qui serait intéressant aussi maintenant, c'est de savoir à peu près ceux qui seraient intéressés. À la fin de cette réunion, les candidats veulent réfléchir, sauf Edith, de plus en plus enthousiaste. Ça donne vraiment du rêve et puis en même temps une réalité. Donc faut rassembler les deux. Maintenant, il faut vérifier qu'on s'entendra ensemble. Voilà. Ça, c'est la deuxième phase et ça me semble aussi important que la première. De prime abord, le projet semble intéressant, mais à 70 ans, difficile de passer à l'acte et de changer de vie pour s'installer avec des personnes qu'on ne connaît pas. Pour réussir leur opération, Sylvie et Jeanne doivent au moins constituer un groupe de 6 personnes. Quelques jours plus tard, au village de Salelles, 3000 habitants, dans la région de Narbonne. Sylvie et Jeanne ont organisé une visite du lieu qu'elles ont l'intention d'habiter dans 2 mois. Edith arrive accompagnée d'autres visiteurs. Là-bas, c'est la piscine. Et à peine arrivée, Edith semble toujours aussi enthousiaste. Moi, je cherchais une grande demeure, une ferme. Mais un château, non, j'aurais jamais espéré. C'est au-dessus des rêves, au-delà du rêve qu'on pouvait avoir.
Pour Sylvie, ce château est le lieu idéal pour une colocation. Je pense que c'est exceptionnel, quoi. Vous allez voir l'intérieur, c'est... À l'intérieur, Edith est impressionnée. On a un accueil. Elle se projette déjà. On peut faire du travail, là, des belles choses. Hein. On va faire un stage depuis. Et ne peut s'empêcher de faire la comparaison avec chez elle. J'habite actuellement un logement avec une kitchenette. Et on ne peut pas rentrer à deux. Alors là, ça va. Tu vas t'exploser. Ah oui, oui, oui. Ouais. Le groupe continue la visite. C'est à l'étage que sont situées les chambres. Edith est toujours sous le charme. Je suis conquise. On ne peut pas mieux. Il y a une chambre qui vous plaît plus qu'une autre déjà. La grande. Et puis, il y a la place d'en bas. Je ne serai pas souvent dans la chambre, je serai souvent dans le jardin, moi. Oui, ça y est, vous y voyez déjà, là? Oui, je m'y vois déjà. De leur côté, Jeanne et Sylvie prennent les mesures des chambres. Une étape importante puisque le loyer s'établira en fonction de la surface. Edith, elle, tente de mettre sur papier ce qu'elle espère être son futur logement. Ah, c'est la salle de sport, là. J'ai pas assez de papier, hein. C'est trop dur, c'est trop compliqué, il y en a trop. Edith semble perdue dans ce vaste espace. Tout cela va très vite. Nous sommes à la fin du mois de novembre. Il y a 2 semaines, elle ne pensait même pas à une colocation. Ça ne serait pas libre avant le 8 janvier. Donc ça nous laisse du temps. Ah oui. Oui, parce que ça nous est venu comme ça d'un seul coup. Ouais. Hein. Non, mais c'est pas plus mal. La semaine dernière, je savais pas, moi. Hein. C'est pas plus mal. Ouais. Edith a l'air prête à se lancer dans l'aventure. Mais Jeanne préfère s'en assurer. Toi, on t'a compté. Oui. Hein, comme possible. Oui, pas, oui. Pas comme sûr, comme possible. C'est pas seulement possible, c'est sûr. Ah bon? Oui. Écoute, bravo. Ah Merci oui. de ta confiance. Pour Edith, c'est réglé. Les piliers du projet prennent le risque de louer le lieu, même si elles ne sont que 3 pour l'instant. Jeanne et Sylvie doivent trouver 3 autres personnes pour occuper les 6 chambres du château. En plein mois d'août, le temps est au beau fixe dans la banlieue lyonnaise. Ce serait une journée idéale pour profiter des vacances. Mais pour Thierry, 46 ans, instituteur et directeur d'école, les vacances, c'est rénover la maison de ses rêves. Moi, c'est des vraies vacances, quoi, ce chantier. C'est une aventure complète. C'est vraiment un changement de vie, parce que ça, j'envisageais pas du tout de faire ça il y a 2 ans et demi, ou 2 ans. Cette maison, il l'a achetée il y a 3 ans avec sa femme Catherine. Elle leur a coûté 500 000 €, une somme très importante dans laquelle les travaux n'étaient pas prévus. Pas de problème pour Thierry, le bricolage, c'est son dada. Seulement voilà, le chantier devait durer 1 an, or au bout de 3 ans, voici le résultat. Comme on est dans la dernière ligne droite, bon bah forcément là il y a beaucoup de choses à faire, les finitions ça prend beaucoup de temps. Donc fin août, si on continue à ce rythme-là, ça sera habitable. Ou sinon Toussaint. Toussaint, là c'est sûr et certain que c'est fini. Là. 3 mois pour finir les travaux, le pronostic est ambitieux, peut-être un peu trop. Passionné par sa maison, Thierry a entraîné toute sa famille dans cette rénovation. Catherine, sa femme, mais surtout ses 4 filles. Colombe, 14 ans, Maya, 13 ans, Capucine, 10 ans et Luna, 9 ans. Une aventure qu'elles ne semblent pas vivre comme leur papa. Ça commence à être fatigant de travailler toujours, se lever tôt pour y aller, puis rentrer tard parce que du coup on peut moins jouer comme on faisait avant. Qu'est-ce que t'en penses? C'est long, c'est tout. C'est long. C'est long, mais c'est pas bon. C'est trop long. C'est trop chiant. Ouais, voilà. Depuis 3 ans, pour l'ensemble de la fratrie, c'est toujours le même rituel à chaque vacances. Ponçage, peinture, maçonnerie, déblaiement. Comme chaque matin, Catherine et ses filles se rendent sur le chantier. Et comme d'habitude, papa est sur place depuis l'aurore. Il les attend de pied ferme pour la répartition des tâches de la journée. Bon, alors, pour aujourd'hui, comme objectif, finir les joints. Il y a les joints de carrelage, salle de bain. Et non, mais moi non plus, j'ai jamais fait, mais c'est bien les premières fois, c'est toujours excitant. Thierry vient de donner ses ordres, mais la tribu ne partage pas du tout l'enthousiasme paternel.
Il y a des tâches à faire tous les jours ou comment ça se passe? Des fois, on le sait à l'avance, les tâches qu'on va faire. Je te signale que... Pour Thierry, le planning de la journée est défini. Ses filles vont effectuer les missions sans rechigner. De toute façon, elles n'ont pas le choix. Donc c'est le contraire que je ne comprendrais pas, quoi. C'est sûr qu'elles sont plus dans le voyage, partir ailleurs, faire les magasins, ou je sais pas quoi. Mais c'est à leur maison dès le début, quoi. Non pas attendre que tout soit fini pour consommer. Une fois que tout est prêt, on se met à table, les pieds sous la table, quoi. C'est l'aventure et l'inconnu. Ça va, toi? C'est parti? Allez hop, c'est parti. Pour faire les travaux, la famille a peu de moyens. Thierry a donc développé un système d'entraide grâce à son blog et un nouveau concept, l'éconologie. Cette maison, 240 mètres carrés sur 2 étages avec 5 chambres, est ainsi entièrement rénovée à partir de matériaux naturels et de récupération. Cet enseignant a dû se former et tout apprendre pour devenir un expert en bâtiment. Il y a 2 ans, je ne connaissais rien du tout, ni dans le bois, ni dans la chaux, ni dans la terre. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire des enduits avec la terre du jardin, comme ça, alors que là, on a fait 33 murs à la maison quand même, donc c'est assez conséquent. 33 murs montés avec la terre récupérée sur leur propre terrain. Un travail de titan réalisé grâce à l'aide de bénévoles et de la famille. Des centaines d'heures passées à remplir des seaux. La terre, il y en avait jusqu'à là. Voilà, c'était tout ça. Ça veut dire que tout ça, ça a été creusé, quoi. Tout ça, c'était creusé et c'est ce qu'on a mis sur les murs. Cette terre-là, il a fallu la tamiser. Donc moi j'ai pioché, les filles tamisées. Donc la terre elle est marron, donc on peut jouer après sur les couleurs en termes de finition avec la chaux. Voilà ce que ça donne. Ça c'est la terre du jardin, mélangée avec les petits grains qu'on voit, c'est la paillette de lin. Pour ces 33 murs, l'investissement total n'a représenté que 100 €. Et pour ce qui est de l'eau, elle vient d'une source qui alimentera toute la maison. Donc là, il y a 11 mètres de profond et en dessous, on a mesuré, il y a 7 mètres dans l'eau. Et puis on s'est dit qu'on allait développer toute l'énergie du soleil avec les panneaux solaires pour donner un peu de chaleur à tout ça. Thierry s'est pris de passion pour ces méthodes de rénovation anciennes que l'on redécouvre aujourd'hui. Si cela ne tenait qu'à lui, le chantier pourrait continuer à l'infini. Mais il n'est pas tout seul. Comme c'est une passion, je me rends pas compte des heures, je compte pas les heures. Je peux faire des nocturnes. La plus grande nocturne, c'était une nuit blanche qui est à 8h moins quart. Mais bon, faut pas que je néglige non plus mes 4 filles que j'adore, ma petite femme. Donc des fois, elles me disent « Thierry, on existe aussi, quoi. Il n'y a pas que le chantier. Donc il faut que j'arrive à trouver un équilibre. » Et pour la petite Luna, de 9 ans, qui a passé le tiers de sa vie à faire des travaux, le chantier s'éternise. Là, quand même, ça fait depuis longtemps qu'on est sur la maison et on n'a pas encore terminé. Donc je trouve que quand même, ça dure quand même longtemps. Souvent, Luna me demande naïvement, alors est-ce que les cartons commencent demain? Je dis non, pas encore quand même, on va attendre encore un petit peu, mais c'est bientôt, bientôt. En bon chef de chantier, Thierry ne peut s'empêcher de faire l'inspection des travaux finis. Dans la salle de bain, il analyse le travail de Catherine. Et après lui avoir fait recommencer 2 fois la disposition des carreaux, il y trouve encore à redire. Grand comme plaque, moi je trouve ça. Là, un pro, il va trouver des défauts forcément, notamment ici, comme le mur n'est pas droit, on aurait pu le récupérer avec la colle. Bon, bah là, ça n'a pas été récupéré. Bon, bah tant pis, quoi. J'ai fait 2 fois, défait une fois, donc il n'y aura pas de 3e fois, là, ça va. Colombe a 14 ans et comme tout ado en vacances, elle aimerait être ailleurs avec ses amis. Elle prépare le déjeuner, une tactique pour s'échapper du chantier qui commence à lui peser. Après manger, ça sera le vrai travail. Parce que pour mon père, faire le repas, c'est pas vraiment une mission. C'est naturel. Tout ce qui compte, c'est la maison. C'est sa passion. Je peux pas lui reprocher ça. Et pour lui, c'est sa passion, ça doit aussi être notre passion. Pour moi, ça, c'est pas du tout des vacances. Honnêtement, aller au collège, ça serait beaucoup plus relaxant. Ma cousine Caroline, elle va venir. J'aurais préféré passer des journées ensemble à parler, non à parler de comment poncer la porte. Est-ce que tu as trouvé une bonne technique pour le faire? C'est la pause déjeuner. Thierry doit s'absenter l'après-midi, mais pour lui, hors de question de laisser sa troupe sans mission. Donc cet après-midi, moi, ce que j'aimerais que vous fassiez, pendant que je termine l'escalier avec Stéphane, vous commencez les joints salle de bain et cuisine. Je commence pas les joints, d'abord je termine le carrelage. Non. Et après on verra si je fais les joints. Catherine est épuisée et tient tête à Thierry. Comme ça, là, c'est plus... On avisera quand tu seras parti. Il y a un peu de rébellion dans l'air, là. Un peu de fatigue, non, aussi, non, Catherine? Oui, là, moi, j'ai 4 jours de badigeon, là, derrière moi. Un peu plein les épaules, en fait. J'ai mal au bras. On va faire une petite pause. Faites une grande pause, même, si vous voulez. Repose-toi bien, marionnette. A plus, les filles. Ciao.
Étonnamment, la famille ne prendra pas de pause. Malgré la fatigue, les filles se remettent au travail. Finalement, quand le chat est sorti, les souris travaillent quand même. Oui, c'est plus cool. Mais on n'a pas l'impression, il n'est pas de tourner autour comme une mouche. Je pensais pas du tout qu'on allait se lancer dans ce genre de choses, qu'on allait tout enlever. Bon, c'était évident qu'on ferait des travaux, mais à ce point-là, j'aurais jamais cru, quoi. Les enfants en ont toutes par-dessus la tête et bien sûr, je les comprends. Hein. Tous les week-ends, toutes les vacances et tout le temps, quoi. Tous les soirs. Thierry, il est là tous les mercredis. Dès qu'on a un jour de congé, allez hop. Et cela n'est pas prêt de changer. Dans 3 semaines, c'est la rentrée scolaire. Il reste encore beaucoup à faire. La famille est loin de pouvoir emménager dans la maison. Francis a 43 ans. Cuisinier de formation, il a décidé de tout quitter il y a 5 ans pour faire un tour du monde à la voile. Au cours de ce voyage, il a rencontré Sylvia, 45 ans, contrôleuse de coûts. Ensemble, ils ont vécu 4 ans de navigation et de découverte à travers les océans du globe. Et aujourd'hui, ils ont décidé de jeter l'ancre à Búzios, au Brésil. Pas de blessés. Ce qui les a décidés à mettre pied à terre, c'est cette maison pour laquelle tous les deux ont eu un véritable coup de cœur. Juste devant, j'ai regardé par la lorgnette, il y avait marqué à louer avec juste un numéro de téléphone. On a regardé en face, il y avait la mer, la plage. C'est un peu idyllique. Ouais, c'est super. C'est super. Ça se concrétise, hein, Ah ouais, moi ça me... Super. Sans hésiter, le couple a signé le bail de cette maison il y a 1 mois et a décidé de la transformer en hôtel-restaurant. Un projet, ils en sont sûrs, qui ne peut que fonctionner et pour cause. Búzios, c'est le Saint-Tropez brésilien, un petit port de pêche découvert par Brigitte Bardot dans les années 60. D'ailleurs, sa statue trône au milieu du village. Un endroit à la mode où ils sont certains d'avoir saisi une très bonne opportunité. Salsa, danse, plage, soleil, sable fin, ils en sont sûrs, ici, ils ne peuvent que réussir malgré tous les travaux qu'il reste encore à faire. Il y a l'évacuation de la cuisine, il faut refaire toute la sortie parce qu'il y a eu un début d'incendie, c'était mal fait, c'est n'importe quoi. Là, si tu marches entre les 2 poutres, tu passes à travers. Bon, il y a des entrées d'eau là, quand il pleut, il faut qu'on isole. Il faut qu'on trouve une solution. Donc on essaie vraiment de sécuriser le lieu. On peut avoir des problèmes avec les clients. Enfin, on peut pas quoi. Le problème, c'est que dans cette aventure, le couple a mis ses dernières économies, 50 000 €, et ils n'ont presque plus de marge de manœuvre. La cuisine. On avait plein d'idées. Il faudrait casser ici, il faudrait déplacer tous les tuyaux. Et là, on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps. Parce que si on commence à modifier tout de suite, on n'ouvrira pas là, c'est clair. On n'ouvrira pas. On est seul à pas être ouvert, tout le monde bosse. Il faut absolument ouvrir. Là, j'ai une casserole, une petite marmite. Une poêle. Une poêle. Avec ça, mon pote, tu te débrouilles. Une poêle, une casserole, un peu léger pour équiper une cuisine digne de ce nom. D'autant que pour ne pas rater la saison, Francis et Sylvia ont dû se donner un objectif, ouvrir au plus tard dans 1 mois. Et ils vont découvrir ensemble la difficulté du travail en couple. En effet, pendant 4 ans, ils n'ont fait que voyager. C'est donc leur premier vrai projet en commun, leur première aventure de couple. Quand tu voyages, il y a un moment donné, tu as envie de te poser dans une maison. La maison, elle te protège. La maison, elle t'entoure. La maison, elle peut aussi ne pas être très aimable. Elle peut te faire des mauvais coups. Elle a une âme. Ce bateau dans lequel ils ont vécu pendant 4 ans, ils le quittent définitivement pour cette nouvelle aventure à 2. Et pour réaliser le projet de leur rêve, Francis et Sylvia doivent entièrement équiper la maison, la cuisine, mais aussi les 5 chambres. Le couple se sépare, à chacun sa mission. Pour Sylvia, c'est l'achat de la déco et du matériel de restauration, une tâche difficile pour elle toute seule. Sylvia doit penser en grand alors qu'elle avait pris l'habitude du strict minimum sur le bateau. Alors dans les rayons, elle ne sait pas par où commencer. Pour l'instant, il n'y a quasiment rien. Donc il manque tout. Couverts, assiettes, set de table, nappes, serviettes de toilette, protecteurs de matelas. Enfin, j'ai une liste à rallonge. Il faut que ça s'actionne un petit peu plus vite. Et ce n'est pas gagné. Il ne reste que 3 semaines avant l'ouverture. Sans voiture, Sylvia devra faire des dizaines de trajets pour équiper entièrement la maison.
De son côté, Francis se démène encore avec les artisans dans un mélange d'espagnol et de portugais. Il s'énerve un peu. Le rythme au Brésil n'est pas celui qu'il a connu en France. Et le temps presse. Les concurrents ont déjà ouvert. Francis, lui, attend toujours d'être livré pour pouvoir terminer ses salles de bain. C'est une situation impossible. T'as bon? Obrigado. Là, il manque une glace pour faire un box de douche qui doit venir de Rio. Mais il manque aussi des vitres pour faire une fenêtre, pour faire 2-3 trucs. Alors qu'ils comprennent bien qu'on a des ouvriers, on les paye et qu'il faut qu'on avance. Francis lutte pour faire avancer les travaux et il n'est pas au bout de ses peines. Comme tous les samedis soirs à Buzios, le groupe local répète pour le carnaval juste en face de la maison. Un événement que le couple n'avait pas prévu. 3 chambres donnent sur la fanfare et ils se demandent comment les clients vont réagir. Mais c'est une donnée qui nous a échappé. Donc ça a été une petite montée d'adrénaline. Et puis on s'est renseigné et on a vite compris que de toute manière c'est partout. Le couple monte à l'étage pour se rendre compte du bruit dans les chambres. Très vite, Francis trouve un bon argument. Si tu parles de bruit, les gens ils vont partir. Et on va pas changer toutes les fenêtres, on n'a pas les moyens. Il faut vendre le truc en fait. En fait, ils sont dans un lieu privilégié. On a la chance d'être juste devant la fête de samedi soir. Non, c'est bien. Non, mais ça devrait le faire. Le couple reste optimiste. Pourtant, l'ouverture est prévue dans 3 semaines et leur pari est loin d'être gagné. À des milliers de kilomètres de là, Charlotte et Aurélien se sont également lancés dans un projet original, vivre en pleine nature dans une cabane. Aurélien a 24 ans, électricien de formation, il vit de chantier saisonnier. Charlotte en a 27, elle est éducatrice spécialisée en congé maternité. Ils sont les parents d'un petit Siméo. Le couple s'est installé dans cette cabane il y a 1 mois à peine et Aurélien s'est fixé un objectif, réussir à restaurer cette maisonnette pour pouvoir y passer leur premier hiver. Et c'est déjà la fin de l'été. C'est la première année, je pense, qui va être le plus dur. C'est le premier hiver où on y vit vraiment. En plus, on a le petit, donc le temps de tout mettre en place. Et il n'a que 2 mois pour relever ce challenge. Un pari ambitieux pour un couple qui a fait le choix de quitter leur appartement pour vivre le plus simplement possible. Aurélien ne touche ni chômage ni RMI. Les dépenses familiales mensuelles s'élèvent en moyenne à 200 €. 30 € pour Internet, 30 € pour le téléphone. L'assurance habitation qui doit coûter 30 ou 40 € par an. On a les légumes du jardin. Pour manger, voilà, avec le légume du jardin, ça... On paye pas de loyer, pas d'eau, pas d'électricité, enfin il n'y a que le gaz quoi. Si on a besoin d'argent, on travaille, ça c'est sûr, on est obligé de toute façon. Mais... Puis après, on essaye de mettre de côté et puis de vivre sur nos économies le reste du temps. Tu te lèves quand tu te réveilles, quoi, quand les yeux s'ouvrent naturellement et puis après tu fais ta journée sans regarder l'heure. C'est sûr que c'est différent, ouais. C'est pas la même organisation et tout ça, mais justement avec un enfant c'est mieux. C'est plus tranquille. Pour un petit... Moi j'ai été élevé aussi comme ça et j'en ai des très bons souvenirs, donc je me dis que si mon fils il peut en profiter aussi, c'est bien. Vous voyez vivre ici combien de temps toute la vie, hein. Tout le temps. Ouais. Mais pour y vivre à l'année, le couple doit encore réaliser de nombreux travaux dans cette cabane. L'eau est à installer, le toit à refaire, l'isolation à inventer, et tout cela avant l'hiver. Y a quelqu'un ? Ça y est, nous voilà. Quelque temps après leur installation, Mireille, la maman d'Aurélien, accompagnée de sa fille, a décidé de venir se rendre compte elle-même du nouveau choix de vie de son fils. Ça fait un sacré nid douillet. Hein. Je me rendais pas compte que ça pouvait être comme ça. Super. Coloré, à souhait. Le petit lit de Siméo dessous. Voilà, il dort en dessous. Et la salle de bain. Ah ouais. Je me faisais un peu de soucis parce qu'il y a le bébé. Mais finalement, ça doit être super. Bon, ce sera mieux quand il y aura l'eau au robinet, mais bon, ce sera plus pratique pour l'hiver surtout. L'eau n'est pas encore installée dans la cabane, mais pour ce qui est de l'électricité, Aurélien est fier de montrer à sa mère son système. On a les panneaux solaires qui amènent l'électricité au régulateur, qui charge les batteries, et qui me retransforme en 220 volts dans toute la cabane. Et la vaisselle, pour l'instant, se fait à ciel ouvert.
En attendant qu'on ait l'eau à l'intérieur, on fait la vaisselle ici. C'est sympa. Au moins, il n'y a pas besoin de l'essuyer, elle sèche toute seule. L'eau ici est précieuse, pas question de la gaspiller. Pour cela aussi, Aurélien a trouvé une astuce. Là, on a notre petite réserve d'eau potable en fait. Donc on remplit avant que la source se tarisse. C'est à partir du mois de juin, elle ne coule plus, donc jusqu'à fin septembre. Et l'hiver, ça gèle. Et ouais. Donc cet hiver, il faut absolument qu'on mette le tuyau, qu'on fasse la tranchée, qu'on l'enterre. Si on laisse le tuyau comme ça dégèle à 1h de l'après-midi à peu près. C'est-à-dire que jusqu'à 1h de l'après-midi, on n'a pas d'eau. La visite continue et permet à Mireille de prendre conscience de l'engagement écologique du couple. Toilettes sèches avec utilisation de sciure de bois pour préserver l'environnement de toute pollution chimique, tri sélectif des déchets pour le compost du jardin et même huile de friture réutilisée comme carburant. La famille dispose de l'essentiel pour vivre en quasi-autarcie dans cette cabane perchée à 800 mètres d'altitude. Ici, les températures peuvent atteindre les moins 10 degrés en hiver. Première priorité, refaire la toiture pour mettre la famille à l'abri du froid. Nous retrouvons Edith à Montpellier. 2 mois se sont écoulés depuis qu'elle a accepté de vivre en colocation avec Jeanne et Sylvie. Ancienne employée à la mairie, elle ne touche que 850 € de retraite. Edith occupait ce petit 2 pièces de 30 mètres carrés depuis 10 ans et elle va passer à 500 mètres carrés au château. Un changement radical à 72 ans. Edith n'est pas mécontente de quitter son appartement définitivement. C'est ma kitchenette. C'est une petite kitchenette de rien du tout et c'est très compliqué de faire la cuisine dans un petit espace comme ça. Et pour accueillir mes petits-enfants, c'est pas l'idéal non plus. Pendant 10 ans, Edith a vécu au premier étage, juste au-dessous d'un carrefour très bruyant. Pour elle, il a toujours été impossible de profiter de cette petite terrasse. Avec le bruit qu'il y a, tu peux rien faire. J'ai déjà invité des gens, j'ai essayé de faire quelque chose de convivial ici, mais avec le bruit, avec la poussière, c'est invivable. Donc, encore un avantage que j'aurai là-bas, le calme. Comme tous les jours, Edith retrouve sa voisine de longue date, mais cette fois-ci, c'est pour une dernière promenade. Malgré tout, son amie l'encourage à partir. Cette saison. C'est peut-être le moment que j'ai donné assez. Voilà. Pour la famille. Tes enfants, tes copines, même combat. Fais ce qui te fait plaisir, fais ce qui te rend heureuse. Voilà. L'important, c'est de vivre. C'est de ne pas rester assise à laisser la vie s'en aller en petit morceaux. À quelques jours du départ, Edith se pose des questions. Elle est inquiète. Difficile à 72 ans de quitter ses habitudes, son environnement, ses amis. Il y a 2 mois, elle ne pensait même pas partir de chez elle pour vivre en colocation avec des inconnus. Mes pensées sont partagées. Quelquefois, je dis j'ai raison. Et quelquefois, je dis je vais vers quoi je suis un peu sur la balance. J'ai téléphoné à Sylvie hier qui me disait qu'elle éprouvait la même chose quelquefois. Jeanne a envoyé un mail où elle pleure. Elle pleure de quitter Marseille et les bateaux. À 78 ans, Jeanne, ancienne prof de maths, s'apprête à quitter définitivement le port de Marseille. Elle y a passé des heures à admirer les bateaux. Mais aujourd'hui, elle n'a plus aucune attache ici. Son compagnon est décédé, plus rien ne la retient. Ça a été pendant un moment toute ma vie, en vrai dire, les bateaux. Enfin, l'essentiel du bonheur que me donnait la vie, disons. J'ai plus envie de regarder. Il n'y a plus aucun espoir de bonheur pour moi à Marseille. Vous imaginez bien là-bas, ça l'aide? Non, j'ai pas envie d'imaginer, non. Si j'imagine, qu'est-ce qui va se passer si c'est pas comme ça? Non, j'imagine pas. Près de Bourges, Sylvie, à l'initiative du projet de colocation, vit seule dans cette maison depuis 1 an. Même si la demeure est très confortable, cette mère de famille divorcée ne supporte plus d'y vivre seule. Elle la quitte sans hésiter. J'ai pas envie de vivre ni en couple, ni seule. Donc j'espère que ça va marcher. Bon, on aura peut-être des surprises. Mais bon, c'est le genre de choses que si on fait pas, on regarde toute sa vie, quoi. Aujourd'hui, Sylvie reçoit Francis. Il sera le 4e colocataire. Sylvie l'a rencontré par l'intermédiaire d'amis communs.
Très vite, Francis a pris la décision de rejoindre le groupe. Il sera le seul homme de la maison. Je vais d'abord pouvoir apprécier comment tu fais la cuisine, parce que après, ça c'est un test quand même. Il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est quand même un test. À 52 ans, Francis, électricien au chômage, père de famille séparé, vit seul depuis plus de 10 ans et ça commençait à lui peser. Je voulais partir d'ici, mais c'est difficile d'arriver à mon âge, de partir d'un endroit, d'aller dans un autre sans connaître de gens. Et il se trouve que cette idée de vivre ensemble, de partager le jardin, enfin des trucs comme ça, ça me plaisait bien. Et puis j'ai plein de choses à prendre de ces gens-là. Bon, il se peut qu'il y ait des soucis. Je ronfle la nuit, par exemple. C'est vrai que pour la communauté, ça peut être un petit souci, mais on me le dira une fois, puis ensuite on en rigolera. Le départ est prévu dans quelques jours et Francis aide Sylvie à démonter ses meubles. Pour elle, toute jeune retraitée, pas question de faire marche arrière. C'était maintenant qu'il fallait se lancer dans le projet. Ils sont pas encore débarrassés. J'ai fait un choix de vivre plutôt avec des gens qu'avec des meubles. Hein. Bon, voilà. Ouais, surtout que c'est moi qui vais les monter, donc. Bah oui. Donc c'est Francis qui va s'occuper de tout dans la future maison. Mais il me semble que je vais être beaucoup sollicité, il me semble. Il me semble, hein. Le groupe est maintenant constitué de 4 colocataires. Mi-janvier, c'est un grand jour pour Edith. Elle s'installe au château. Oh, il est bien plus beau qu'avant. Et alors, c'était pas toi qui te amenais le soleil? Et alors? Oh, t'es toute fraîche. Ah non, ça me reste encore là, le café. Mais il se serré aujourd'hui, il a quitté ses amis. Oui, le destin décide. Hein. Parce que moi, depuis 3 mois, j'ai l'impression que je suis téléguidée, que j'ai rien à dire, qu'il faut que j'y aille. Toi aussi? Ah non, moi je me suis téléguidée toute seule. Hein. En tout cas, ta chambre, c'est un vrai délice. Je suis en train de regretter amèrement de l'avoir laissée. Heureuses d'être enfin ensemble, les femmes du château profitent tout de suite du jardin et s'empressent de ramasser du bois pour leur premier feu. C'est le début d'une histoire commune qui commence paisiblement. Pas que tout le monde soit arrivé. Mais arrive celui qu'elles ne connaissent pas encore et qui pourtant sera leur voisin de chambre, Francis. Alors c'est Jeanne. Comment l'as-tu? Non, parce que tu n'as pas de casquette. Donc voilà, moi c'est Francis, le beau barbu. Francis et Jeanne se découvrent pour la première fois, ou presque. J'avais vu en photo. Ils sont sympas. Enfin, ils ont l'air sympas, on va voir dans 5 minutes. Francis est d'une nature taquine et a priori, Jeanne ne semble pas réceptive. Normalement, c'est moi qui devais le faire, mais bon. Si tu veux essayer de m'empêcher d'allumer le feu, il faudrait que tu lèves tôt le matin. Hein. Ah non, je ne veux pas empêcher. Bon. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudra chercher du bois. J'irai chercher du bois. Tu le porteras. Loin de ces chamailleries, Edith, elle, nage dans le bonheur. Ça fait des années que j'en rêve, hein, de retrouver mon feu. On va transpirer, on va être embrumé après. L'étage est trop chaud. Francis a la blague facile. C'est sa façon à lui de trouver sa place dans le groupe. Les colocatrices supporteront-elles cette attitude dans les prochains jours? De l'autre côté de l'Atlantique, c'est encore l'été. Ce matin, le peintre vient présenter un aperçu de ce qui sera l'enseigne du futur hôtel-restaurant de Sylvia et Francis. Le couple a choisi l'Escale. Quand il y a un nom, c'est un acte de naissance. C'est un acte de naissance, les gens découvrent le nom. C'est une autre dimension. C'est notre maison déjà. C'est notre première maison. On n'a jamais eu une maison, donc c'est notre première maison. La maison commence à se concrétiser pour la plus grande joie de Sylvia. Elle reçoit ses matelas et peut enfin imaginer la décoration des chambres. Ah, ça le fait, hein. Ça le fait. On va essayer d'avoir des mini chaises longues parce qu'on n'a pas un espace démesuré, mais bon, je pense qu'on peut faire 2 petites chaises longues et puis un hamac replié. Et ça roule. Si du côté des chambres, Sylvia semble enchantée, pour Francis, le doute persiste. Est-ce qu'on va marcher? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que... Je sais pas. Si ça marche, c'est génial, c'est super. On a réussi notre coup, c'est super. Si ça marche pas, on va se poser beaucoup de questions. Mais très très vite, on va se poser des questions. Francis ne peut cacher son inquiétude. Le couple a presque dépensé tout son budget. Il n'a pas droit à l'erreur. Tu travailles dans le noir en fait. Non, je travaille dans le noir, jour, jour-nuit. Francis aimerait tout maîtriser dans son hôtel, même l'électricité, mais ce n'est pas son point fort.
À l'étage, Francis, le cuisinier, persévère. C'est le défi du jour. Au bout d'1 heure, il n'a toujours pas réussi à monter la lampe. Max, un ouvrier venu en renfort, s'interroge. Et en 1 minute, il lui fait la démonstration. Ah, ça. Oh là là. Ouais, bon. Oh, c'est sympa. Il y a quasi plus rien à faire. Hein. Il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé. C'est la fin de la journée. Sylvia termine enfin la décoration de la première chambre. En la découvrant, Francis ne peut cacher son émotion. Ah oui, il va bien. Super. Qu'est-ce que t'en penses? C'est classe. C'est classe? Ouais. Ah, ça y est, on franchit une étape. Allez, on va faire les autres chambres. On va faire les autres parce qu'on n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini. Hein. La première chambre est prête. Mais pour dormir, Sylvia et Francis ont choisi ce lit d'une personne. Sur leur bateau, où ils ont vécu pendant 4 ans, ils ne disposaient que de quelques mètres carrés et ils s'y sont habitués. On veut boire un coup de champagne. On se recrée un petit nid, comme dans le bateau, on se recrée un petit nid. Pour garder la fusion dans un couple, c'est beaucoup plus dur que quand tu es en voyage, quand tu n'as pas toutes les contraintes que tu peux avoir à terre. Qu'on fasse très attention. Parce qu'on est arrivé ensemble en bateau, et je mettrai un point d'honneur à terminer cette histoire ensemble ici. Je ne veux pas mettre en danger notre couple. Francis connaît bien les contraintes de la restauration. Il a tenu son propre restaurant pendant 5 ans à Paris. Des horaires à rallonge, peu de temps pour un couple. Ému, il ne veut pas perdre Sylvia et ose lui faire une déclaration inattendue. Je pense que c'est la personne que je devais rencontrer. Tu voudrais te marier? Il est trop jeune. Quand on a nos parents. Faut que je réfléchisse. Coche la case. J'ai pas peur. Hein. J'ai pas peur. Hein. Sylvia vient d'accepter la demande en mariage de Francis. Après 4 ans à parcourir les mers du globe, le couple pense enfin avoir trouvé son paradis. Mais qu'en sera-t-il après l'ouverture de l'hôtel? Ils n'ont jamais travaillé ensemble et pour l'instant, leur pari est loin d'être gagné. Près de Lyon, Thierry, le chef de chantier, a pris du retard sur ses travaux. Les vacances se terminent dans 1 semaine et il reste encore une partie importante de la maison à faire, l'escalier. Comment elles vont mes pin-up? Ça va bien? Ah, et puis il y a les marches à poncer en plus, je peux leur donner à faire ça. Ah oui, il y a ça à faire. Ouais, je vais leur donner marche par marche. Allez, à plus Stéphane. Bon, vous avez entendu les filles, l'émission Vienne. Donc là, l'objectif, c'est à fond l'escalier. Hein. Thierry va remplacer l'ancien escalier par un autre tout neuf. Pendant qu'il détruira les marches, pour les filles, c'est atelier ponçage. Mais il n'est pas toujours facile de suivre les explications paternelles. 35 sur 80 cm, mais elle fera 37 sur 80 ou 39 sur 40, un peu plus que ça dépasse. Catherine ne comprend pas non plus toujours son mari. Et si elle essaie de lui faire changer d'avis, la tension monte. Demain midi, on casse l'escalier. Ça veut dire que non, mais le deuxième n'est pas fini. On avait dit qu'on finissait le deuxième. Non. Lui, on le fera après. Non. Une fois qu'on peut pas mettre les marches qui vont se spiter dans le mur, si l'enduit n'est pas fait, il va falloir qu'on tourne autour de chaque marche, ça va être la galère. Plein de retouches, alors. Sur son chantier, Thierry aura le dernier mot. Les filles se mettent donc au travail sans plus de motivation. À cette allure, Colombe, tu vas jamais terminer. Non, mais au moins, je fais correctement. Et j'aurais pas fait à l'arrache. Colombe et Maya doivent poncer toutes les marches de l'escalier. Il leur faudra plusieurs jours pour en venir à bout. Il est presque 20 h. Alors que la famille pense à rentrer chez elle, Thierry s'est donné un nouveau défi, détruire le vieil escalier. Cela fait des mois qu'il attend ce moment. Et comme pour toute première fois, il est impatient de s'y mettre. Le problème, c'est qu'il ne sait pas par où commencer. Essayez de dégager
les marches les unes après les autres, mais si je commence là, je pourrais plus monter. Si tu commences par en bas, tu pourras pas monter. Si je commence par en haut, je pourrais descendre, tu crois pas? Allez, on va essayer d'enlever la marche là. Si tu peux m'apporter juste une rallonge électrique. Ouais, ça c'est super, merci. Et une rallonge. C'est épuisant. C'est épuisant, mais moi je le laisse tout seul, là, je m'en vais. Moi, à 8 heures, j'arrête. Lui, il reste toute la nuit s'il faut. C'est un acharné. Je veux me ranger, c'est vrai. Vous êtes pas votre papa? Bah, on est resté toute la journée, donc... Non. Non, elles ont bien travaillé, c'est vrai que... Catherine laisse encore une fois Thierry seul sur le chantier. Elle n'en voit plus la fin. Je pense que c'est un peu plus dur. Elle aimerait bien que ça se pose un peu, que ça se finisse, quoi, cette aventure. Alors que c'est vrai que moi, ça pourrait continuer longtemps. Maman, allez, dépêche-toi. Ils sont très pressés, ces filles. Les filles sont pressées de partir. Elles seront restées de 10h à 20h sur le chantier. Après quelques soucis techniques et plusieurs heures d'acharnement, Thierry trouve enfin la solution. Lui, il s'éclate. Oh, mais je trouve la technique, c'est bon. Ce qui est important, c'est de varier les plaisirs, quoi. C'est comme dans tous les projets de vacances, je dirais. On descend en toboggan. Et voilà. Avec la tribu, on débarrassera. Pour ce soir, ça sera bien, déjà. Il est 2h du matin. Thierry quitte enfin le chantier pour aller se reposer, épuisé mais ravi. 3 jours plus tard, une nouvelle mission attend les filles au chantier, cette fois beaucoup plus ludique. Heureusement que ça va repousser, hein. Pourquoi il est trop partout, alors? Colombe, elle, est déjà à son poste favori, la ponceuse. Stéphane, un ami charpentier, aide Thierry à mettre en place le nouvel escalier. En 3 jours, toutes les marches ont été posées. Bon, ben moi, c'est bon pour moi. On a bien sympathisé, et puis on se donne régulièrement des coups de main. Lui m'a donné récemment des coups de main sur de la peinture pour chez moi. Et moi, là, je lui donne un petit coup de main pour le montage de l'escalier. Le moment est enfin venu pour la famille de gravir les marches du nouvel escalier. On a besoin de faire. Voilà. Merci, papa. Ah, les grands pots, il doit essayer. Oh, ça le fait trop. Le 2e étage est enfin accessible. Les nouvelles missions tombent. Les filles peuvent s'attaquer aux finitions de leur chambre. Après 3 ans de travaux, elles sont presque devenues des pros. Mais tu prends un 50. Ouais. Prends un 50 parce que le mur, à mon avis, il est pas super droit. Prends un 50. C'est surtout la mesure, en fait, qui est compliquée. Ouais. Parce que là, quand on regarde, ça a l'air facile à faire, mais après, en fait... c'est pas si simple. Fier du résultat final à l'étage, Thierry est impatient de le montrer à Catherine. Ça, j'adore ça. Ah, et les filles, elles ont posé les plantes. Ah ouais? Pratiquement partout. Super, super. C'est super bientôt fini. C'est dommage qu'il y ait une marche à l'envers, quand même. Comment ça, une marche à l'envers? Ben oui, il y a une marche qui a été posée à l'envers. Comment ça, à l'envers? Qu'est-ce que tu racontes, toi? La famille vit une des dernières journées entières sur le chantier. C'est la fin de l'été. Dans 2 jours, c'est la rentrée scolaire et la maison est encore loin d'être finie. Oh, attends, faut se calmer là quand même. On va bientôt avoir beaucoup moins de temps disponible. Ah ouais. Bientôt pour moi c'est 2-3 jours à mon avis. Parce que là il faut que je fasse le boulot en tant que directeur, en tant qu'instit. Là il va falloir que j'arrête le chantier à partir d'après-demain. Je me mets à mi-temps au chantier moi de toute façon. Hein. Thierry pensait terminer les travaux en 1 an. 3 ans plus tard, les pronostics d'emménagement se décalent encore. Donc ça serait plutôt octobre, voire novembre, pour ne pas dire Noël. Peut-être avant, mais le pire des cas, Noël ici. Du côté de la cabane d'Aurélien et de Charlotte, le froid arrive à grands pas et la toiture n'est toujours pas faite. Aidés par une amie, ils doivent faire au plus vite. Le toit prend l'eau et les premières pluies d'automne ont déjà fait des dégâts. Le seul à profiter des derniers rayons du soleil, c'est Siméo, installé confortablement dans son transat. Il y a l'avancée de toit qu'il faut vraiment qu'on fasse parce que dès qu'il pleut, on ne peut pas poser nos chaussures. On est obligé de rentrer avec les chaussures pleines de boue à l'intérieur, parce que ça pleut à ras de la porte en fait. Et puis ça nous permettra aussi de mettre à l'abri le bois de chauffage qui prend l'eau à chaque fois.
Charlotte et Aurélien ont décidé ensemble de ce nouveau choix de vie. Et après 4 mois passés ici, le couple réalise que leur idéal n'est pas sans contrainte. Surtout pour Charlotte, qui a toujours vécu en appartement. On est un peu loin de tout. Il faut faire 3 heures de route pour aller à la ville. Moi, je pense que tout seul, je serais pas venu là. Et puis, pareil. Je pense que c'est pareil. On verra comment ça se passe. Si on s'entretue ou pas. C'est la première fois qu'Aurélien se lance dans la construction d'un toit. Pendant que Charlotte s'essaie à la scie, Aurélien, lui, sèche. Sur une cabane, rien n'est droit. Un vrai casse-tête. C'est là où ça va pas. Si je suis la pente de mon toit existant, je tombe bien en dessus de ce que je devrais tomber, en fait. Donc je sais pas comment je vais faire. Aucune idée. Heureusement, Aurélien peut compter sur son père, qui vit lui-même un peu plus bas dans la vallée. C'est lui qui lui a transmis l'envie de vivre en pleine nature. J'ai 4 enfants et ils font tout ce que j'aurais aimé faire ou ce que je fais. Voilà. Donc moi je suis tout à fait content. Je prends toujours des conseils parce qu'il a quand même pas la même expérience que moi, surtout dans tout ce qui est construction et tout. Donc, Mais des fois ils sont pas toujours bons non plus. Des fois je lui démontre qu'ils sont pas bons. Mais ça, faut pas trop lui dire. Grâce à son père, le problème est résolu. Mais Aurélien devra faire face à d'autres soucis avec l'arrivée du froid. En cette saison, la température extérieure ne dépasse pas les 10 degrés et l'eau n'est toujours pas raccordée à l'intérieur. Pour Charlotte, la vaisselle se fait toujours dehors. Elle commence à déchanter. C'est pas gelé. C'est bien froid, là. Non, c'est bien de vivre un peu à la cool, mais après, c'est plus cool quand on se gèle les mains. C'est plus drôle. Là, par exemple, ça commence à me cramer les mains tellement il fait froid. Ça va que c'était une petite vaisselle. C'était une petite vaisselle, mais ce qui attend Charlotte risque de prendre plus de temps. Elle doit maintenant laver les couches de Siméo. Des fois, ça m'énerve de les frotter, mais moi, je frotte les couches parce qu'on n'a pas une machine qui fonctionne à 40 degrés. Nous, on lave à froid, alors tu parles. Laver à froid des couches pleines de caca. Pour Charlotte, c'est un effort, mais ces couches lavables sont plus écologiques et surtout plus économiques que des couches jetables traditionnelles. Le seul truc que j'ai acheté, c'est les couches. J'ai rien acheté d'autre, mais rien. Tout le reste, comme on nous a tout donné, ça m'a pas choqué de mettre ce prix-là dans des couches. Là, je les ai achetées une fois. Et on a envie d'avoir plusieurs enfants, donc j'aurais acheté qu'une fois des couches. À partir du 2e, c'est que du bénéf. Aurélien, ça du coup, tu es là aussi un petit peu ou... Je crois que ça m'est arrivé un petit peu. Une fois. C'est que j'ai pas fait souvent. Mais pour laver les couches, il faut de l'eau. Et dans 2 mois, si le tuyau reste encore à même le sol, l'eau sera gelée. Dans cette région aride, la source qui était à sec tout l'été coule à nouveau. Pour Aurélien, il est enfin temps de raccorder l'eau à la cabane. Ça, c'est le tuyau d'alimentation en eau en fait qu'on a, qui vient de la source. Ben là, elle est arrivée hier, les cuves sont vides, donc là ça tombe bien que ça coule. Non, c'est impeccable. Enfin, c'est pas encore dedans, mais presque. Un trou dans le mur pour passer le tuyau à l'intérieur et il ne reste plus qu'à l'enterrer pour le préserver du gel. Mais dans un tel terrain, difficile de faire une tranchée digne de ce nom avec peu de moyens. Attends, mais Charlotte, fais pas n'importe. Bah, tu fais pareil. Il faut bien le plaquer en fait. Mais non, mais je fais jamais n'importe comment. Bon, c'est pas grave. C'est que lui, il a son idée, il sait ce qu'il veut faire, et moi, je vois pas toujours exactement ce qu'il veut faire. C'est souvent que je fais pas comme il faut, en fait. En plus, il est perfectionniste, le monsieur, alors... Là, il y a encore de l'air dans les tuyaux, là. Ouais, bah, faut que tu laisses fermer, non Bah non, non, si tu laisses fermer l'air, comment elle sort? Ah, voilà. Bon, c'est pas encore ça, il faut que tous les tuyaux se purgent, mais ça devrait bientôt aller. Ah, je vais pouvoir faire ma vaisselle là. T'as vu, Siméo, il y a l'eau dans la cabane. Ouh, tu vas pouvoir... Et même, on peut même lui donner son bain dans l'évier. Hein. Là, il est encore assez petit pour être baigné là. Mission réussie. L'eau coule enfin dans la cabane. Leur installation résistera-t-elle aux prochaines gelées? Fin novembre. Aurélien n'a pas encore terminé le toit. Cela fait plus d'1 mois qu'il y travaille. La température a encore baissé. Charlotte soigne Siméo qui a attrapé un rhume. Pour le guérir, elle a consulté un naturopathe. Elle prépare elle-même la lotion de plante à appliquer sur le bébé.
Ça sent bon en plus. Siméo, il est malade, un petit peu. Pas trop, mais il s'est pris le froid, ouais, le rhume. Donc il faut que je fasse ça, parce qu'après, il faut que je lui passe sur le dos, la poitrine et la gorge. C'est la première fois que Siméo tombe malade. Et Charlotte ne s'affole pas. Elle fait confiance à la nature. S'il y a vraiment une urgence, j'irai chez un autre médecin, au pire, mais de toute façon, même l'hôpital, il est loin aussi. Je sais même pas où il est, d'ailleurs, l'hôpital. Logiquement, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'urgence. Je sais pas. Pour Charlotte, la vie en pleine nature ne peut être que bénéfique pour Siméo. Mais la jeune maman s'inquiète de l'état de la cabane. La porte, là, elle prend l'air, toutes les fenêtres. C'est vraiment super mal isolé. Donc, il y a des gros jours entre les murs et dehors. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Il fait froid, c'est l'hiver. Avec l'arrivée du froid, Charlotte n'avait pas pensé à toutes ces contraintes. Elle commence à déchanter. Il faut de la volonté pour vivre dans un endroit comme ça, parce que c'est pas la vie à la dure, mais si je l'aimais pas, je vivrais sûrement pas là, je pense. Voilà, si là, on se quittait, je pense que je retournerais vivre sûrement dans... En fait, je sais pas. J'arrive pas à imaginer, mais... Malgré le froid, Aurélien, lui, ne met pas en doute son choix de vie rudimentaire. À la tombée de la nuit, le jeune papa retrouve avec joie sa petite famille. Coucou. Il est temps pour lui de prendre une douche, façon cabane. Cela commence par faire chauffer de l'eau. Comme ça qu'ils font en Afrique aussi. On a pris cette habitude en voyage et on a appris à se doucher comme ça là-bas, comme les gens, puis c'est pratique. Ouais, ça te va toi de ouais, comme ça, ouais. Ça me va. Ça consomme 10 litres d'eau par personne, par douche, donc ça va. 10 litres d'eau pour se laver contre 80 pour une douche classique. Aurélien y trouve d'autres avantages. Moi je trouve que c'est pratique, enfin ça nous évite d'avoir un chauffe-eau, d'avoir une arrivée d'eau là. C'est vachement plus économique en eau. Il en reste, je les garderai pour soit une prochaine douche, ou pour la vaisselle, enfin pour n'importe quoi. Pas de gaspillage d'eau. Consommation d'eau réduite au strict minimum, confort sommaire. Pour l'instant, le couple supporte ce mode de vie. Mais qu'en sera-t-il avec l'arrivée de l'hiver ? Dans le Poitou, Véronique et François poursuivent la rénovation du château avec leurs enfants. Les travaux sont plus longs que prévu et depuis quelque temps, le comportement du chien a complètement changé. Quelque chose semble le déranger et cela intrigue ses maîtres. Sans déconner, c'est vrai que ton clébard, il va falloir que ça s'arrête. Le chien, il est agressif dès qu'il est ici. Je comprends pas pourquoi. C'est vraiment bizarre. Franchement, c'est bizarre. Quand il est au château, il est tout le temps dans mes pattes. On dirait qu'il a peur. Il a piqué de ses crises en haut, notamment un truc de fou, quoi. J'ai jamais vu comme ça à la ferme. Hein, ça. À la ferme, c'est réunion de crise, car Véronique, de son côté, fait également des rêves étranges. Cette nuit, elle aurait rêvé d'une Alice, une jeune fille qui aurait vécu au château. Je rêve d'une jeune fille qui se fait soigner dans une pièce, qui est habillée comme au début du XXe siècle. J'avais vraiment l'impression que la façon dont elle me regardait, elle avait quelque chose à me dire. J'ai des pistes qui m'amèneraient à penser qu'il y a bien eu une jeune fille décédée à l'âge de 19 ans à Fougeray. Donc c'est vrai que ça m'a un peu perturbée, je dois dire. Le rêve de Véronique la pousse à enquêter sur les ancêtres du château. Elle voudrait savoir si une Alice a bien existé. Elle a invité Sophie, dont la mère a vécu pendant son enfance dans la demeure. Sophie découvre l'endroit pour la première fois. Elle ne l'avait vu qu'en photo, lorsqu'il était habité. L'enfant joue, ça se passe là. Sophie a apporté un vieil album de famille. Véronique peut enfin poser les questions qui la tourmentent. En fait, Alice, qui est décédée à 22 ans, c'est cette jeune fille sur cette photo. Voilà, c'est ça. Une Alice a réellement existé. C'était la tante de Sophie. Véronique est troublée. Ce visage sur cette photo ressemble à celui qu'elle a vu dans son rêve. Donc c'est elle, et
C'est vrai que ça m'a vraiment surprise de la voir, quoi. La visite de Sophie n'a pas apporté toutes les informations qu'attendait Véronique. L'attitude étrange du chien lui laisse penser que le château est hanté. Depuis, Véronique a l'impression de sentir des présences. Inquiète, elle a donc décidé de faire appel à une équipe de médiums pour obtenir des réponses. L'équipe qui va venir va pouvoir me dire d'une façon un peu plus scientifique, puisqu'en fait, c'est des gens qui ont travaillé à la NASA avec des instruments modernes, caméras infrarouges, bandes son, etc., savoir s'il reste des choses dans la maison. Il est minuit. Véronique et François passent à l'action. Tout doit être prêt pour la venue très attendue d'une équipe de médiums. Le couple aimerait comprendre ce qui se passe au château. Il y a 2 chambres au premier étage, oui, où je trouve qu'il y a une ambiance assez bizarre. Ouais. Et des sensations de présence, d'être sans arrêt suivi, enfin des choses vraiment assez pesantes au quotidien. Et puis il y a aussi les réactions complètement farfelues de mon chien que je connais par cœur. Moi, j'ai ressenti une présence. Voilà. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose.